Bonjour Déborah Guy. Bonjour. Vous êtes doctorante à l'UHESS. Bonjour Samuel Ayat. Bonjour. Vous êt docteur en sciences politiques de l'Université Paris 8 Saint-Denis. Alors à partir de demain, si on a bien compris, l'université et la recherche s'arrêtent. Les universités, les laboratoires se mobilisent contre la précarité étudiante, contre la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, mais aussi contre la réforme des retraites. Qu'on comprenne bien, c'est un appel à la grève reconductible. Et deuxième question, pourquoi seulement maintenant ? C'est un appel à l'arrêt, en fait. C'est un appel au refus des conditions actuelles de la recherche et de l'enseignement dans l'enseignement supérieur et de la recherche. Enfin, du coup, dans les labos, dans les facs, dans tous les établissements. Parce que c'est en fait un appel à refuser que l'activité se perpétue dans ces conditions inacceptables sur lesquelles on va développer, j'imagine. Et effectivement, de façon reconductible, de manière, encore une fois, à marquer notre désaccord. En gros, c'est l'idée de « on se lève, on se casse ». Une très belle référence à la tribune de Virginie Despentes. Samuel Ayat, pourquoi maintenant ? En fait, le mouvement il a déjà commencé depuis le 5 décembre, dans le cadre du mouvement interprofessionnel contre la réforme des retraites. Et simplement, c'est vrai que c'est ajouté à cette réforme contre laquelle, évidemment, on est en lutte. Se sont ajoutés deux autres éléments qui sont tout à fait fondamentaux, qui ne sont pas propres à l'université, mais qui sont fondamentaux. Premièrement, à un niveau de précarité, une utilisation, une exploitation des précaires dans l'université à tous les rôles et à tous les statuts qui a atteint des conditions, un niveau tout à fait inacceptable et ingérable. Et puis une loi de programmation pluriannuelle de la recherche, LPPR, qui va encore aggraver cette précarité. Mais du coup, c'est vraiment dans la continuité d'une lutte qui a commencé le 5 décembre et qui continue le 5 mars. Simplement qu'on entend dans les universités et dans les établissements de recherche amplifier et jusqu'à la victoire. Vous redoutez la logique de néolibéralisation de l'université de la recherche, c'est écrit sur le site, d'ailleurs, on peut aller consulter le site, c'est universitéouverte.org. Qu'est-ce que ça veut dire derrière les mots ? Il y a toujours des réalités, ça veut dire quoi ? C'est quoi la réalité en ce moment qui est vécue par les étudiants, les enseignants-chercheurs, les chercheurs ? Ça veut dire quoi, néolibéralisation de l'université ? Ça veut dire énormément de choses et à tous les niveaux des différentes activités qui fondent en fait l'ESR et à tous les statuts aussi, les travailleurs-travailleuses, parce que c'est pas simplement des enseignants-enseignantes, c'est pas simplement des chercheurs-chercheuses, c'est aussi des personnels administratifs, c'est aussi des étudiants et étudiantes. La première chose en fait, c'est la compétition généralisée et la sursélection qui passe en fait par la précarisation des statuts. Et à ce niveau-là, en fait, ce qu'il faut réussir à voir, c'est qu'avant même que ces réformes, que la LPPR soit enclenchée dans le processus de lancement, les conditions actuelles sont déjà en fait délétères et ça fait 10 ans que ça dure. Donc pour développer un tout petit peu, l'idée c'est que peu de gens le savent en fait, mais que concrètement la plupart des enseignements qui sont donnés à la fac aujourd'hui sont donnés par des personnels précaires avec différents types de statuts, soit des contrats en fait courts pour des missions pérennes, soit en fait même des contrats qui sont en dehors du droit du travail dans le sens où il n'y a même pas de cotisation associée, ce qu'on appelle des vacations. Et en fait, les vacations, concrètement, c'est quoi ? C'est qu'on est payé à la tâche, c'est qu'on ne cotise pas, ça n'ouvre pas des droits sociaux, et qu'aujourd'hui, dans l'état actuel de l'université, 130 000 vacataires donnent plus de 2/3 des enseignements aujourd'hui. Pour aller un tout petit peu plus loin, ce que vous dénoncez aussi dans cette précarisation, c'est l'appel au projet de contrat de projet. Justement, c'est la création des contrats de projet. Ça aussi, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'on va vers une rentabilisation des projets de recherche, des objets de recherche ? Alors l'idée, c'est que c'est pas tant une rentabilisation au sens classique, c'est vraiment une idéologie selon laquelle on va remplacer une logique de service public, de l'enseignement et de la recherche, avec un financement récurrent, et puis après, vous embauchez des chercheurs, des chercheuses, des profs, du personnel administratif qui font ce travail. Le passage d'une logique de service public à une logique de compétition généralisée. Non pas tant compétition entre les chercheurs, entre les étudiants, entre les universités, exactement. Les différents pôles de recherche. C'est l'idée, c'est quelque chose qui a été lancé à la fin des années 90 en Europe, ce qu'on appelle le processus de Bologne, c'est de dire de créer un espace de compétition qui soit européen pour faire émerger des universités et des établissements de recherche de portée internationale et pour mettre tout le monde en compétition,
les labos entre eux, les facs entre elles, les chercheurs et les chercheuses entre eux et entre elles, pour qu'en gros les crédits soient concentrés sur les 10% les meilleurs. C'est ce que Antoine Petit, le PDG du CNRS, a appelé la logique inégalitaire et darwinienne qu'il veut voir dans cette loi, dans la LPPR. C'est l'idée de dire on se combat. Et puis, de toute façon, les meilleurs, c'est eux qui auront, c'est eux sur qui vont aller tous les financements. Et c'est ça la néolibéralisation. C'est pas tant la mise au service d'intérêts privés que la mise au service d'une logique qui est celle d'une logique de marché, qui est celle d'une logique privée, qui consiste à mettre tout le monde en compétition. Sauf que évidemment, tout le monde n'est pas mis en compétition avec les mêmes armes, qu'on sait que cette mise en compétition généralisée, elle va encore accroître la sélection sociale, qui fait qu'aujourd'hui, pour être étudiant ou étudiante, il faut se le permettre, en l'absence de toute forme de salaire étudiant. Pour faire une thèse, il faut se le permettre. Aujourd'hui, l'âge moyen d'embauche, il est à 34 ans pour les fonctions de maîtresse ou maître de conférence ou de chargé de recherche. Et donc ça, il faut pouvoir endurer des périodes de chômage, etc. Donc, augmentation de la sélection sociale. Et puis, on va dire normalisation généralisée, c'est-à-dire qu'en gros, pour faire partie de ces 10% de soi-disant excellents, il va falloir faire une recherche qui va dans les clous, si possible qui soit effectivement rentable au bout d'un moment, qui puisse avoir des débouchés industriels, mais on va avoir une normalisation, on va encore renforcer la normalisation et la standardisation des recherches contre la diversité des profils et contre la diversité des objets et des méthodes de recherche. Est-ce que vous diriez quand même que dans les intentions, dans les objectifs à moyen voire long terme, ce gouvernement, la politique qui est menée justement dans le cadre de l'université et de la recherche de manière générale, malgré les propos, mais on va y revenir, de la ministre de l'enseignement supérieur, est-ce que l'objectif à terme, c'est la fin des universités telles qu'on les connaît aujourd'hui, l'université publique, l'université gratuite, l'objet de faire des études, non pas pour trouver un métier, l'objet d'aller à l'université pour créer des êtres éveillés. Est-ce que tout ça, c'est dans le viseur de ce gouvernement? Tout à fait. Et en fait, merci pour ce point sur justement quelle est la logique néolibérale derrière. En fait, c'est ce qui se passe derrière, en fait, ce que ça masque, c'est la question de la demande de formation qui est extrêmement forte. Et en fait, ce qui se passe aussi depuis quelques années, c'est qu'on voit en fait une pression démographique très très forte des étudiants et étudiantes qui veulent rentrer dans l'ESR et qui ont parfaitement raison parce qu'en fait, les diplômes, effectivement, restent une manière en fait d'éviter le chômage. Et ça continue encore aujourd'hui, les stats le montrent très bien. Et il se trouve qu'on a une pression démographique qui a commencé en 2012, qui va probablement pas s'arrêter avant 2029. Il y a eu plus de 300 000 étudiants nouveaux et nouvelles entrantes depuis 10 ans avec zéro nouveau financement derrière. Donc effectivement, en fait, la logique de sélection, répondre à ce type de logique-là par de la sélection, et concrètement, ça produit en fait des profils laissés sur le carreau. Et ce que je voulais dire par le fait qu'aujourd'hui, dans l'université, en fait, elle ne tient que sur la précarisation des contrats, c'est qu'il y a une forte demande, il y a des personnes en fait en face de nous, on ne peut pas rien faire. Donc concrètement, les universités, avec les moyens qu'elles ont, sont bien obligées en fait de répondre à cette demande-là. Mais ça entraîne quoi? Ça entraîne des TD qui sont surchargés, des amphis complètement dépassés en termes de nombre de personnes et effectivement des enseignants et enseignantes qui doivent enseigner parce qu'on ne peut pas ne pas enseigner, on ne peut pas ne pas offrir justement cette offre de formation-là, mais c'est dans des conditions de pire en pire. Et donc ça demande réellement de s'oublier et ça a des conséquences sur les travailleurs travailleuses qui simplement vivent dans des conditions misérables avec des conséquences terribles sur leur intégrité physique, mentale, matérielle et j'en passe parce que il y a une demande de formation et qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui de pouvoir le faire correctement. Ce qui est très étonnant, en tout cas ce qui est très paradoxal, en tout cas dans les propos que l'on entend de la ministre, notamment Frédérique Vidal, c'est qu'elle a l'air de dire, elle a d'ailleurs signé une tribune il y a quelques semaines où elle explique qu'elle entend la colère des universitaires, la colère des étudiants, la colère des chercheurs, des professeurs-chercheurs, des enseignants-chercheurs. Elle promet même de placer la science au cœur de la société et d'investir massivement dans la recherche. Elle veut même aussi porter à 2 SMIC le niveau des rémunérations des jeunes chercheurs. C'est du pipeau pour vous? Ça veut dire que tout ça, ce sont des promesses, mais que derrière se dresse un projet qui n'a rien à voir avec le discours politique qui est tenu? C'est pas du pipeau. C'est-à-dire que il y a de la part de ce gouvernement, mais pas juste de ce gouvernement, tous les gouvernements successifs depuis au moins 2007, avec la loi Liberté et Responsabilité des Universités, la loi LRU, il y a une logique qui consiste à dire il ne s'agit pas de détruire les universités, il ne s'agit pas de détruire la recherche publique, il s'agit d'en modifier fondamentalement le fonctionnement, de passer à une logique
qui est une logique de marché, qui consiste à mettre en compétition les universités, que les étudiants et les étudiantes viennent y chercher un accroissement de leur capital humain, hein, c'est-à-dire de leur valeur sur le marché du travail, mais pas de mettre en question l'université. Simplement, il s'agit de mettre une logique de différenciation. Frédérique Vidal, la ministre, elle vient, avant d'être ministre, elle était membre d'un lobby qui s'appelle la Coordination des universités de recherche intensive de France, la CURIF, qui est une association qui regroupe les présidents et les présidentes des universités les plus de recherche intensive, c'est-à-dire les universités d'élite sur lesquelles se concentrent tous les financements. Ces gens-là ne veulent pas la fin de l'université. Ce qu'ils veulent, par contre, c'est une université à deux vitesses, avec des universités de masse qui vont accueillir les étudiants et les étudiantes dans des conditions où ils vont avoir des TD surchargés, enfin bref, de l'université de masse, et puis 10% d'universités sur lesquelles vont se concentrer tous les moyens et où va se concentrer l'ensemble de la recherche. Donc, il faut bien voir que c'est pas entièrement du mensonge quand ils défendent l'université, mais ils défendent une vision de l'université qui est en rupture avec l'idée d'une université de service public. Est-ce que le contexte que l'on vit en ce moment justement avec le coronavirus, et on sait que la recherche scientifique en France elle est aussi très importante, notamment pour trouver des vaccins, est-ce que ce contexte-là, il ne plaide pas justement à ce que vous dites finalement, qu'il faut une recherche libre, indépendante, autonome presque dans ses financements, et donc ça plaiderait pour une recherche 100% publique? Oui, je me permets, c'est même ce que dit Bruno Canard, qui est un chercheur spécialisé sur les recherches sur les coronavirus. Et voilà, qui dit c'est un thème de recherche qui était complètement sous-étudié. Évidemment, heureusement qu'il y avait des financements récurrents, parce que sinon il n'aurait jamais pu, lui et son équipe, et les personnes avec qui il travaille, n'auraient jamais pu développer ces recherches qui aujourd'hui s'avèrent très utiles. Une recherche par projet, c'est une recherche qui est normalisée, qui suit des modes et qui laisse de côté toute une série d'objets de recherche. Ce que on demande, nous, c'est une recherche qui est fondée sur des financements récurrents, une logique de service public et faire confiance aux chercheuses, aux chercheurs, au personnel administratif et de tout statut, leur faire confiance dans la gestion de leur travail et dans la gestion de leurs priorités de recherche. Ce qui est à l'inverse de l'idée d'un pilotage bureaucratique et par projet de la recherche. Vous êtes encore en discussion avec le ministère de la Recherche, justement. Est-ce qu'il y a encore des négociations possibles? Est-ce que la confiance est totalement rompue? Ou est-ce qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment la lutte et faire tomber ce gouvernement ou faire tomber, faire passer un autre cap, une autre politique de ce gouvernement en matière de recherche? En termes de négociation avec le gouvernement, je ne sais pas si je suis la mieux placée. Ce qui est certain, c'est que en tant que membre d'un collectif de précaires au niveau de l'ESR, je pense que c'est vraiment extrêmement important de rappeler que la LPPR, elle s'inscrit dans une situation de précarisation de l'université qui n'est pas nouvelle du tout. Donc en fait, c'est même pas l'objectif, n'est même pas forcément que le LPPR ne passe pas, c'est que concrètement, on ait plus de thunes, plus de postes et que la précarisation actuelle change et ne soit pas en fait, encore une fois, radicalisé par la LPPR. Et ça va des statuts jusqu'à la question des bourses pour les étudiants. Exactement. Et c'est pour ça que je pense que c'est extrêmement important. Je ne sais pas à quel point est-ce que les personnes sont au courant de comment fonctionne le SR aujourd'hui, mais en fait, pourquoi est-ce que j'insiste autant sur l'enseignement? C'est parce que les personnes qui enseignent, les personnes qui font de la recherche. Concrètement, les personnes qui enseignent aujourd'hui à la faculté, c'est des doctorants et doctorantes qui sont normalement aussi sur une mission de recherche et qui veulent en fait mener des recherches à bien pour après être professionnels de la recherche, c'est-à-dire soit avec des postes de titularisation au niveau du CNRS ou au niveau des facs où il y a un double statut, où on est à la fois maître et maîtresse de conférences, on donne des cours et en même temps on fait sa recherche. Et donc c'est pour ça que vraiment les deux sont intimement liés et que c'est pas tout de parler simplement de la recherche et de la production des savoirs, mais c'est aussi parler de leur transmission. Et concrètement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que pour être professionnel de la recherche et pour produire cette fameuse recherche indépendante, autonome, dans des bonnes conditions, en fait, nos conditions de vie et de survie et de professionnalisation passent par des conditions d'enseignement qui sont inacceptables. Et ce, vraiment à tous les niveaux et à tous les statuts. Déjà, on a des étudiants et étudiantes en face de nous qui, effectivement, sont de plus en plus précaires. Il y a plus de 50%, enfin quasi 50% des étudiants qui travaillent à côté de leurs études. En plus de ça, avec la sélection massive, ils se retrouvent dans des filières qu'ils n'ont pas forcément choisies. Donc ça, c'est pareil, c'est quand même une logique où on ne peut même plus
fournir à des personnes demandeuses une formation égalitaire selon les besoins et les envies. Donc ça, c'est un problème du service public. Et après, au niveau de l'enseignement même, c'est-à-dire que ces doctorants et doctorantes, on est quand même censé mener notre recherche à bien pour pouvoir, après avoir potentiellement un poste de titulaire, pouvoir continuer à mener ces recherches-là. En fait, on est dans des conditions de rémunération qui sont littéralement inacceptables. La moitié des thèses commencent sans financement. Et encore plus en sciences sociales, où là c'est quasiment les 2/3. C'est des contrats courts qui durent 3 ans, qui durent moins en fait que la durée effective des thèses. Donc après on se retrouve effectivement à faire des contrats avec beaucoup trop d'enseignants pour pouvoir continuer à faire notre recherche. Des contrats qui sont soit effectivement des vacations, donc qui n'ouvrent pas à des cotisations sociales, donc on peut même pas accéder au chômage pour terminer par exemple, ou alors des contrats effectivement courts mais avec trop d'heures. Enfin bon, tout ça pour vous dire que on est obligé aujourd'hui, pour pouvoir devenir un professionnel de l'enseignement ou de la recherche, de passer par des situations de précarité extrême en termes de rémunération, en termes pour finir une thèse, en fait, c'est forcément haché. On passe beaucoup par des situations de chômage. En fait, on est un peu obligé concrètement parce que de toute façon, on n'a pas les moyens autrement de pouvoir faire des choses, enfin, de pouvoir continuer à faire nos thèses dans des bonnes conditions. Et tout ça, en fait, ça passe par aussi une forme de mouvement un peu sacrificiel, parce que si on veut faire ces métiers-là et si on veut mener à bien ces parcours-là, c'est aussi parce qu'on tient à nos recherches, on tient à notre travail de transmission, on tient en fait à tout ce que ce service public-là offrait à la base. Mais là, vraiment, c'est plus possible. On a des personnes qui se retrouvent limite à vivre dans des taudis, à devoir s'endetter pour pouvoir finir leur thèse, à faire des dépressions, des burn-out, à arrêter même carrément. Enfin, c'est des conditions concrètes. En fait, la précarité, ça touche concrètement des personnes et l'ESR ne peut pas fonctionner sans ça aujourd'hui. Et ce que j'aimerais dire, c'est pour montrer à quel point en fait les doctorants et doctorantes sont maintenant une main-d'œuvre corvéable à merci pour faire tenir une université qui est à bout de souffle. C'est que par exemple, les personnes qui ont été mobilisées dès le début, ça a été beaucoup des facultés en dehors de Paris. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, à Paris, c'est là où il y a le plus de doctorats qui sont en cours. Et donc du coup, il y a ce fameux vivier en fait. Finalement, les facs peuvent très bien se servir dans des vacataires, dans des conditions du coup déplorables, mais en même temps, il y a des personnes qui sont prêtes à pouvoir faire ça. Sauf que même en dehors de Paris, il y a moins de doctorats et du coup, il y a moins de possibilités d'avoir cette main-d'œuvre corvéable. Et donc du coup, les mécas pédagogiques sont en train d'être supprimés. Donc on voit bien que pour des charges d'emploi pérennes, c'est-à-dire pour des charges d'enseignement qui sont pérennes, qui vont se renouveler d'année en année et même qui vont devoir s'augmenter parce que de plus en plus d'étudiants et étudiantes, on prend en fait des contrats courts, on prend des personnes qu'on exploite dans des conditions inacceptables et ça a des impacts vraiment concrets sur la vie quotidienne. Moi, je fréquente, et encore une fois, je suis pas la plus précaire et je suis là aujourd'hui parce que justement, je suis pas non plus la plus précaire et donc je peux porter cette parole-là, mais c'est une parole qui est collective et on est face à juste des travailleurs travailleuses qui sont sinistrés à tous les niveaux. Et vous venez d'évoquer quelque chose qui me paraît très intéressant, Déborah Guy, qui est aussi la question de la vocation, presque aussi de l'envie de faire de la recherche. Et on a le sentiment quand même que, compte tenu de ce que vous nous racontez, des conditions de travail, des conditions aussi de financement des objets de recherche, cette vocation, comme la vocation du métier d'enseignant est en train de disparaître, si ce n'est de reculer très fortement. On a vu des sondages, enfin pas des sondages, des études très, très intéressantes là-dessus. Le Monde a publié quelque chose il y a 2-3 semaines, je crois. Cette vocation du métier de la recherche, même en soi, la recherche fondamentale, c'est aussi ça qui est en jeu aussi. C'est que demain, on n'a plus de chercheurs en France, en fait. C'est aussi ce qui se joue en ce moment avec les décisions qui sont prises. Le budget de 2011, de 2021, On en est loin, hein. C'est-à-dire que concrètement, c'est une des choses que dit le ministère, qu'il faut renforcer l'attractivité des métiers de la recherche. En fait, le problème, il n'est pas là. Aujourd'hui, pour un poste de maître ou de maîtresse de conférence qui s'ouvre, vous avez 50, 100, 150 candidats et candidates. Donc en fait, le métier, malgré les difficultés, malgré les conditions de rémunération, il y a une envie qui est énorme parce que effectivement, il y a encore quand même de la liberté une fois qu'on est chercheur. Mais ce qui est terrible, c'est que même si les conditions se dégradent, c'est ça qui est…
Même si les conditions se dégradent, les gens continuent à vouloir faire ce métier et continuent à accepter des conditions de plus en plus dégradées. Et c'est ça qu'il faut arrêter à un moment donné. Parce qu'on ne peut pas être dans une logique où non seulement les gens se sacrifient, mais se transforment en exploiteurs et en exploiteuses de précaires. Parce que on accepte cette logique, alors on se met à remplir des projets, vous voyez, rentrer dans ce métier qui change, devenir des petits entrepreneurs et entrepreneuses de la recherche, et du coup exploiter le personnel administratif, exploiter des chercheurs et des chercheuses précaires. C'est tout ça à quoi il faut mettre fin. Non pas parce que ça rendrait le métier moins attractif, mais parce que ça rend le métier tout simplement dégueulasse et loin d'une logique de service public. C'est quoi la température en ce moment dans les universités, dans les laboratoires? Est-ce que vous avez le sentiment que cette mobilisation va prendre, peut prendre? Je pense qu'il faut être performatif, elle va prendre. Et comment justement cette mobilisation, parce qu'on le disait, hein, vous battez en tout cas vos revendications, elles sont à la fois liées à la précarité du monde de la recherche, à la fois liées aux conditions de travail, à la fois liées aussi au projet de loi pluriannuel, mais aussi à la réforme des retraites. Comment tout ce discours, vous allez justement essayer de le porter pour ne pas laisser tomber justement la question de la recherche, mais en même temps aussi la question des retraites qui est aussi liée à la question des conditions de travail aussi des chercheurs? Sur la question des retraites, c'est vrai que les chercheurs et chercheuses et le personnel administratif sont particulièrement touchés. Aujourd'hui, la réforme des retraites, ça va permettre une économie de 5 milliards à l'État sous forme, en baisse de salaire socialisé, c'est-à-dire en baisse de pension, et en économie sur les cotisations sociales. Donc en fait, cet argent-là, nous c'est la première chose, on nous l'enlève. Aujourd'hui, la baisse des pensions va être entre 25 et 35% selon les catégories de personnel. On nous enlève cet argent-là. Nous, ce qu'on veut d'abord, c'est qu'on nous le remette, qu'on fasse évidemment, qu'on retire la réforme des retraites, et parce que c'est simplement de l'argent qui est enlevé de manière tout à fait indue aux fonctionnaires et aux autres personnels de l'enseignement et de la recherche. Mais de manière plus générale, il faut bien voir que c'est un projet global de société. C'est l'idée de mettre fin à des logiques de sécurité sociale, à des logiques de service public et remplacer tout ça par un système de marché généralisé qui peut être public, la mise en compétition généralisée des universités, qui peut passer par le privé. Dans le cas des retraites, on sait qu'il va y avoir un développement des fonds de pension qui ont été autorisés, facilités par une loi l'année dernière. Donc, une logique généralisée de marché contre une logique de service public et de sécurité sociale. Et ça se décline dans tous les secteurs, évidemment à l'université, puisque là c'est notre lutte, mais dans l'hôpital public, dans les transports. Et cette logique-là, vu qu'elle est globale, il faut y apporter une réponse globale et une lutte globale. Et c'est le sens de ce qui va commencer à partir de demain, le 5 mars, c'est qu'à partir des universités, ce qu'on veut, c'est réenclencher une lutte globale pour gagner et obtenir le retrait de la loi sur les retraites, le retrait de la réforme du chômage qui va être catastrophique pour l'ensemble des travailleurs et des travailleuses précaires, et le retrait effectivement de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche et un grand plan de financement et d'emploi titulaire pour l'université et plus généralement pour le service public. J'ai une dernière question pour tous les deux. Vous demandez aussi, en tout cas ça fait partie des premières exigences, vous demandez l'arrêt immédiat de la répression et notamment des violences policières et des gardes à vue. On sait qu'il y a des blocages d'universités qui sont prévus, qui ont été déjà, c'est pas nouveau, ça ne sera pas nouveau demain non plus. Comment vous vous préparez justement à cette mobilisation et cette confrontation, parce que je pense qu'on peut appeler ça aussi une confrontation avec les forces de l'ordre? J'ai le sentiment qu'on va monter d'un cran quand même dans la mobilisation justement de l'université. En fait, je pense que quand vous parliez justement de est-ce que la mobilisation prend, comment est-ce qu'elle prend, quand on parle aussi des logiques interprofessionnelles, parce que finalement, on peut aussi remercier les collègues d'autres secteurs d'avoir entamé par des forts mouvements de grève cette lutte que maintenant l'ESR peut aussi prendre à son compte. Ça a vraiment créé un fort niveau d'engagement. Donc en fait, les risques ils sont partagés. Et je pense qu'une des meilleurs moyens,
bien sûr qu'on est en train, enfin, que c'est des choses qui se jouent même encore maintenant. C'est-à-dire que même au sein du mouvement, il y a des répressions au sein des facultés, au niveau des étudiants et étudiantes, au niveau des précaires qui se mobilisent. Et en fait, je pense que la réponse à ça, et c'est un peu aussi ça qu'on voudrait dire, c'est que la lutte, elle prend surtout au niveau des personnes les plus précaires, parce que de toute façon, on n'en peut plus, on en a marre en fait, c'est pas possible. Mais on a besoin en fait du soutien des personnes qui prennent moins de risques, tout simplement. On a besoin d'une solidarité interstatut, de manière à collectiviser les risques, à les minimiser, parce que les risques en fait, ils sont réels et ils sont forts lorsqu'ils sont individuels. Et donc, si on n'est pas tous et toutes solidaires, de fait, les risques sont augmentés. Et donc, on a besoin du soutien de personnes en fait titulaires ou simplement qui sont dans des conditions de possibilité qui sont autres. Et c'est simplement ensemble qu'on va réussir à le faire. Et si j'avais un point à ajouter, c'est que l'enseignement supérieur à la recherche n'est pas du tout exempt en fait des oppressions systémiques par ailleurs, et que en fait la précarisation, c'est quoi aussi? Ça veut dire que on est beaucoup moins capable de résister, enfin déjà à la fois plus exposé et moins capable de résister à des violences systémiques, racistes, sexistes, des violences sexuelles, toute forme en fait d'abus, et il faut vraiment en parler à ce niveau-là, et pour des questions justement de harcèlement sexuel, de violence sexuelle, mais aussi de violence raciste, transphobes, enfin à tout niveau. On se retrouve dans une situation où les rapports de pouvoir en fait sont maximisés, ce qui veut dire que les conditions de possibilité pour justement abuser de ces positions et entraîner cette violence-là sont maximisées aussi. Et en fait, on n'a aucune capacité de réponse aussi, parce que dans cette concurrence généralisée, on a beaucoup trop à perdre. Sans droits sociaux, en fait, on peut juste pas se défendre par rapport à ça. Et le dernier point aussi à ce niveau-là, c'est de dire que les étudiants étrangers et étrangères sont aussi les personnes qui subissent le plus fort en fait cette logique-là. C'est-à-dire que les frais d'inscription ont augmenté de plus de 1600%, et que finalement, en fait, la baisse des financements s'entraîne en fait par un appel en fait à des financements qui tombent justement sur ces personnes-là hors communautaire, qu'ils et elles, alors même qu'ils cotisent et travaillent pour le SR, n'ont pas accès au chômage. Et comme je l'ai essayé de le dire, en fait, on n'a pas des conditions de possibilité nécessaires pour pouvoir faire une thèse sans passer par le chômage. Et en fait, on est obligé d'y passer. Ce qui veut dire qu'elles et eux n'ont pas la capacité de pouvoir accéder à ce type de financement-là pour finir leur recherche. Et en plus de ça, ils et elles ont des coûts incompressibles de renouvellement de titre de séjour. Donc on met des personnes dans des situations aussi de précarité juridique qui passent vraiment par... là, on est quand même sur l'ordre de la survie, en fait. Concrètement, comment est-ce qu'on peut vivre correctement quand on désire tout simplement être un professionnel de la recherche et faire notre travail correctement. Voilà. Samuel Ayat, un dernier mot peut-être justement sur l'état de la mobilisation demain et puis aussi peut-être sur les violences policières. En fait, la répression qui s'exerce, elle ne s'exerce pas uniquement par les violences policières, même si c'en est évidemment la pointe, mais par toute une série d'intimidations, d'empêchements. Et ce qui est terrible, c'est que c'est pas seulement la police qui le fait. Ce sont les collègues, malheureusement, des collègues titulaires qui menacent de sanctions, des non-titulaires qui font grève, qui, en ne se mettant pas eux-mêmes et elles-mêmes en grève, empêchent les étudiants et les étudiantes de rentrer dans le mouvement, parce que les étudiants et les étudiantes veulent leur diplôme, veulent valider leur année. Donc on est dans une situation où la répression n'est pas juste une affaire de police, elle se fait dans toutes les activités d'empêchement, actif ou passif, de la grève, de la part des titulaires, de la part des présidences d'universités qui refusent d'ouvrir des salles, qui refusent que se tiennent des assemblées générales. Et évidemment, elle se fait aussi du côté des préfectures qui interdisent de manifestations ou qui ne nous permettent de manifester que dans des conditions tellement encadrées qu'on a l'impression d'être dans un état policier, et effectivement par les violences policières. Mais donc, il y a un continuum répressif qui aujourd'hui s'exerce, comme le disait Déborah, en particulier sur les personnes qui sont les plus fragiles d'un point de vue systémique, mais qui clairement empêchent la mobilisation aujourd'hui de véritablement prendre son envol. Ceci étant, ce qu'on va réussir à montrer avec cette grève qui commence le 5 mars, c'est notre capacité collective à nous arrêter, à arrêter cette université, cette recherche lorsqu'elle fonctionne de manière aussi dégradée. Et ce qu'on espère, c'est que cette journée du 5 mars, elle va pouvoir se prolonger. Elle va se prolonger le 6 et 7 avec une coordination nationale des facs et des labos en lutte. Et puis, elle va se prolonger, Lyon, par exemple, l'Université de Lyon annonce le 10 mars que il et elles arrêtent tout
et qu'ils arrêtent l'université de la recherche. Et puis elle va continuer avec un calendrier de mobilisation qui sera voté au moment de la coordination du 6 et 7 et où clairement l'enjeu c'est pas juste de faire une journée, l'enjeu c'est de rentrer en grève, de ne pas s'arrêter et d'aller jusqu'à la victoire. Demain, vous marchez vers la Sorbonne, c'est où le rendez-vous et quelle heure? Alors il y a des lieux de rendez-vous locaux le matin. Et ensuite La mobilisation est sur les facultés et les établissements le matin. Et ensuite, le rendez-vous est à Paris Diderot. Et à merci. 14h. On mettra les informations sur le site. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.